BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. On va parler inflation, shrinkflation, cheapflation. Ce que j'ai découvert ce matin avec Emmanuel Le Chip, mais vous allez voir, en réalité, vous en faites peut-être aussi sans le savoir. Mais d'abord, cette question... on a cherché depuis des mois à se renvoyer la balle entre vous, les distributeurs, entre les industriels, même Bercy, les uns et les autres, essayer de jouer les arbitres qui profiteraient ou non de la crise. Et vous vous posez une question, c'est de savoir si finalement l'État ne tirerait pas plutôt bien son épingle du jeu. En fait, cet été, justement, j'ai pas été sur les plateaux de télé, j'ai pas répondu aux demandes parce que je trouvais que c'était très confusant. Les discours des uns et des autres qui se mettaient en scène contre l'inflation, mais qui en même temps, quand ils étaient à l'Assemblée nationale ou quand ils étaient à la tête d'une institution comme la Banque centrale européenne ou le Fonds monétaire international, tout le monde s'accommoderait ou aurait l'air de s'accommoder d'une inflation au moins à 4%. C'est assez... Vous savez qu'autrefois, les banques centrales se mettaient dans leur statut un objectif de maintenir la stabilité avec une inflation en dessous de 2%. Et vous voyez que tous les débats aujourd'hui visent à ouvrir ça. Et donc, au fond, je me rends compte qu'il y a pas mal de gens, mais pas que politiques, aussi, dans le monde de l'entreprise, qui s'accommoderaient assez facilement d'une augmentation des prix. De rester, c'est-à-dire que l'inflation ne soit pas combattue, oui. Qu'elle soit combattue quand elle est vraiment trop haute, mais qu'on s'accommode et voire même qu'on trouve souhaitable une forme d'inflation autour de 4%. J'ai fait un petit recensement où j'ai fait faire, pour être honnête, un petit recensement de tous les gens qui ont intérêt à un peu d'inflation, un peu beaucoup d'inflation. D'abord, vous avez l'inflation qui ronge l'épargne des particuliers. On essaye de mobiliser, je dis on, le politique, les programmes politiques essayent il y a une épargne, par exemple, post-Covid, qui est de l'ordre de 100 milliards en France qui n'a pas été dépensée. Si le livret A ne rapporte pas, les gens l'inflation mange. Ils seront obligés de les dépenser. Ils seront obligés de les dépenser. Quand vous voyez finalement la montée du prix des choses, le prix des carburants, c'est des recettes de TVA qui augmentent aussi, la taxe à la... En fait, mécaniquement, ça fait des recettes pour l'État. Ça fait des recettes. Et même pour parler des entrepreneurs, qu'elles soient de la distribution ou de l'industrie, l'inflation, c'est l'illusion de l'accroissement du chiffre d'affaires. Quand vous allez voir votre banquier et vous lui demandez un emprunt et que vous lui dites « je vais faire 6%, 7% d'augmentation », il est plus enclin à vous donner, à vous prêter de l'argent que si vous lui dites c'est moins 2 ou moins 3. Donc il y a aujourd'hui, de manière diffuse et de manière culturelle, une population française de décideurs qui n'a jamais connu l'inflation et qui est en train de se dire que finalement, ça coûte moins cher aux finances publiques, à l'État, de laisser les entreprises augmenter leurs prix, voire augmenter leurs marges, quitte à faire un peu de chèques ciblés sur les populations les plus impactées. Et regardez bien autour de vous, c'est le discours qui est tenu. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites ce matin, Michel-Édouard Leclerc. Alors, il y a sans doute chez vous aussi une stratégie d'essayer de remettre encore une fois dans ce jeu la faute sur d'autres. Mais au-delà de ça, il y a quand même cette question de se dire, est-ce que le consommateur dans cette histoire n'est pas le dindon de la farce ? Le consommateur est le dindon de la farce, parce que de toute façon, pour le consommateur, l'inflation, c'est un impôt. C'est un impôt qui n'est pas discuté au Parlement, c'est un impôt inégalitaire, c'est un impôt qui touche particulièrement ceux qui consomment, et notamment avec l'inflation alimentaire à 17%, c'est une inflation qui touche particulièrement les populations les plus pauvres, les plus démunies, les faibles revenus. Pour lesquels les dépenses alimentaires ont évidemment une proportion plus importante dans leur budget. Voilà, donc pour l'inflation, ça tape les Français, c'est vrai, c'est assurément. Mais l'inflation pour les entreprises, c'est aussi un appel d'air, c'est aussi une perspective psychologique de faire plus, de faire mieux. Et moi, je me suis rendu compte quand même dans la bataille entre Bruno Le Maire, Olivia Grégoire, qui demande la réouverture des négociations, qui demande qu'il y ait des répercussions de la baisse des marchés des matières premières sur les prix de consommation, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'écho au Parlement, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'écho au MEDEF, il n'y a pas beaucoup d'écho à la CGPME. On devrait aujourd'hui être en mode combat, tous les Français devraient être en mode combat contre l'inflation. L'inflation
impôt non débattu au Parlement, impôt qui tape dans l'épargne des Français. Alors cela dit, vous mentionniez à l'instant Bruno Le Maire, il a fait de la shrinkflation la nouvelle cible. Je répète pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais enfin ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on en parle et je pense que surtout on s'en est rendu compte dans les allées des supermarchés. La shrinkflation, c'est le fait de réduire le volume du produit tout en augmentant le volume du paquet. C'est-à-dire de donner l'impression qu'il y a plus pour moins de produits et donc de faire mécaniquement payer plus au kilo. C'est le fameux exemple du Kiri donné par Bruno Le Maire. Tous ceux qui achètent des Kiri se seront rendus compte que dans un petit tiroir en carton de Kiri, il y a déjà un petit morceau où il y a du carton pour donner l'illusion qu'il y a plus de carrés de Kiri et que les carrés de Kiri eux-mêmes vont faire 1 gramme de moins. Donc en effet, on a l'impression qu'on continue à en acheter autant, on en achète moins. Est-ce que vraiment c'est pour vous la cible numéro 1 aujourd'hui? C'est pas la cible numéro 1, c'est encore marginal. C'est pendant le Covid dont je me suis aperçu que ça existait, parce que moi, honnêtement, je ne l'avais pas repéré comme étant un problème majeur. Pendant le Covid, il a manqué aux industriels un certain nombre d'ingrédients, et donc ils ont obtenu de la direction des fraudes et autres de pouvoir changer un ingrédient pour un autre. Peut-être était-il moins cher, peut-être était-ce le prétexte qu'il était moins cher. Toujours est-il que du moment que c'était écrit dessus, ça n'avait pas l'air de gêner grand monde. Aujourd'hui, effectivement, dans toutes les enseignes de distribution, et que ce soit les distributeurs ou les industriels, on voit bien que cette pratique, c'est une manière peu transparente d'essayer de faire monter le prix des produits. Et donc, je soutiens, c'est très clair, la proposition de Bruno Le Maire qui consiste à rendre obligatoire une information sur les modifications de contenants. De toute façon, dans les magasins, on est bien obligé de mettre le prix au litre et au kilo. Déjà, c'est une référence. Et il faut que tout le monde regarde bien ça, parce que c'est ça la clé de lecture du truc. Mais vous savez, on en parle dans la distribution, mais il y a aussi, parce que je réfléchissais à ça hier soir avec... je suis patron d'une école de commerce qui s'appelle Neoma. Je discutais avec des enseignants, je discutais avec d'autres enseignants d'autres écoles. Dans les cantines, on fait aussi la même chose. On a remplacé des produits qui coûtaient cher dans les menus par des produits qui coûtaient moins cher. Au lieu de mettre du lion, on met du taco. Au lieu de mettre... Donc, ce que j'appelais pas ça la shrinkflation, mais la recherche d'ingrédients moins chers. Alors là, vous parlez de la cheapflation. Je vais y venir dans un instant, mais justement, Michel-Édouard Leclerc, quand même, pour concrètement, vous dites que vous soutenez la démarche de Bruno Le Maire qui est d'informer le consommateur de manière plus lisible de ce changement de contenant et de contenu. Votre confrère Alexandre Bompard, qui est à la tête de Carrefour, s'est engagé à ce qu'il y ait désormais des étiquettes collé pour dire attention, le contenant a baissé. Est-ce que vous allez faire la même chose? C'est une bonne initiative. Alors lui, il a dit qu'il allait le faire dès lundi. Moi, je ne suis pas capable de le faire dès lundi, mais c'est la bonne idée. Bon, c'est pas beaucoup de produits en réalité. Hein. Non. C'est 120. Non, c'est pour ça que je vous dis donc, que c'est pas... On en parle beaucoup parce qu'effectivement, la pratique est trompeuse pour le consommateur. Mais ça détourne un tout petit peu du reste quand même, parce que c'est quand même que 120 produits sur un nombre de références qui se comptent en plusieurs dizaines de milliers. C'est pour ça que je trouve que c'est un sujet de médias, c'est un sujet qu'on peut reprendre en boucle, mais c'est pas le vrai sujet de l'inflation. Le vrai sujet de l'inflation, il est quand même de savoir aujourd'hui s'il n'y a pas une spécificité française pour les Français. Or, si vous regardez aujourd'hui qui est en Europe, qui est le plus tapé par l'inflation, c'est quand même les Français. C'est d'abord les Irlandais, ce sont d'abord les Irlandais, mais la France, on est 2 points au-dessus de la zone euro. En dessous de nous, les Italiens sont mieux lotis, les Portugais, encore mieux les Espagnols et les Pays-Bas. Vous qui avez des magasins justement et qui parfois négociez avec des confrères des autres pays européens. Je prétends que c'est à cause de lois françaises qui ont été faites dans des périodes de déflation, avec des bonnes intentions qui étaient d'aider l'agriculture, voire des filières françaises ou le retour à des filières françaises. Mais ces lois aujourd'hui agissent comme... C'est quoi, c'est Egalim ? C'est Egalim 1, Egalim 2 et puis décrosaille. On en avait parlé ensemble. Pour le public, c'est des mots, ce sont des noms de députés ou des mots qui disent des systèmes. Au départ, l'intention, c'est d'aider l'agriculture française, de faire jouer la préférence française. Mais ça a marché. Et ça marche pour les agriculteurs. Mais derrière les petits, il y a toujours des gros. Et c'est les mêmes lois qui fonctionnent pour les grandes entreprises multinationales. Et là, je vois... Elles en ont profité.
Mais énormément. Et d'ailleurs, il y a plein de rapports qui sont sortis dont on ne parle pas publiquement parce que c'est des rapports chiants à lire et avec plein de pages. Oui, mais ça veut dire quoi? Mais il y a Ça plein veut de dire quoi, rapports Michel qui Edouard Leclerc? disent... Ça veut dire que vous dites aujourd'hui, alors sur la loi des Crésailles, on a bien compris que vous étiez tous contre cette loi, ou en tout cas pour qu'elle ne s'applique que dans un an. Vous demandez un moratoire. La loi des Crésailles, c'est celle qui vous interdirait de faire des super promos, notamment sur les produits d'hygiène. C'était une réponse à ce qu'il y avait eu les fameux Nutella, les fameux pots de Nutella qui avaient été vendus très peu cher à l'époque. Mais la loi Egalim, également, vous seriez pour qu'on la remette en cause? Est-ce que vous trouvez normal, à l'heure où industriels et distributeurs se disputent dans des querelles corporatistes pour savoir qui fait le plus de marge ou pas, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait une loi française qui oblige les commerçants français à prendre 10% de marge minimum sur des produits alimentaires alors que l'inflation est à 17%? Mais c'est du délire. Est-ce que vous trouvez normal qu'à l'heure où les pouvoirs publics nous téléphonent pour nous dire ce serait bien, c'est les départs en vacances, si vous pouviez faire des opérations à prix coûtant pour apaiser les automobilistes, on fait des opérations à prix coûtant, mais dans le même temps, je dois limiter mes promotions sur les produits agricoles, sur les produits agroalimentaires, sur les produits d'entretien maintenant avec la loi des Crésailles. Mais c'est du délire. Alors je voudrais comprendre les choses. Michel Edouard Leclerc, ce matin, vous demandez à ce qu'il y ait une rouverture du débat sur la loi Egalim? Oui, je pense que d'abord, il y a un monsieur qui s'est exprimé et qui a une très grande autorité en France. Vous pourriez l'inviter. Je ne sais pas, déontologiquement, c'est pas à moi de le dire, mais c'est le président de l'autorité de la concurrence. Le président de l'autorité de la concurrence s'est exprimé par deux fois cet été, dans le Parisien et dans le Figaro. Et il a très clairement dit, d'abord, que l'autorité de la concurrence avait exprimé des opinions négatives sur des dispositions de ces lois parce qu'elles sont inflationnistes. Donc, ce n'est pas Michel Edouard Leclerc qui vient de le dire. Ça revient à ce que vous disiez au début de cette interview, c'est-à-dire sur le fait qu'il y ait peut-être un choix politique et économique de favoriser l'inflation. Et sur la base des rapports qui montrent qu'aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises internationales qui ont profité de ces lois, il dit, en gros, sur la base d'une bonne intention, aider l'agriculture, et il ne faut pas revenir dessus, j'insiste, je ne veux pas remettre le feu dans les campagnes, il faut continuer à aider les agriculteurs, mais il n'y a aucune raison qu'on interdise la promo sur le Coca-Cola, sur le jus d'orange, sur les produits d'hygiène, au prétexte d'aider les agriculteurs. Donc, c'est quand même incroyable. Ça veut dire, effectivement, décaler dans le temps l'application de la loi des Crésailles qui vous interdit de faire ces super promos. 2, rouvrir la question de la loi Egalim, en tout cas ne plus la prendre pour argent comptant, se poser la question de ces marges de 10% qui vous sont imposées. Je ne veux pas m'abriter derrière lui, mais je pense qu'on peut faire deux choses. On peut à la fois consolider nos filières françaises qu'il va falloir relocaliser, qu'il va falloir revaloriser, permettre à nos marques françaises, à notre agriculture française, qui va souffrir de la nouvelle géopolitique, il faut qu'on puisse les aider et que nous, distributeurs, on accepte. Donc sur la partie agriculteur, rémunération de l'agriculture, on touche pas. Voilà. Mais par contre, on exige plus de transparence dans la loi Egalim, normalement c'est prévu. Dans la composition des produits, dans le prix d'acquisition des produits de la part des grands industriels multinationales. Et moi, mon idée, c'est qu'on négocie tout le temps. Comme on fasse partout, comme partout en Europe, qu'il n'y ait pas qu'un seul jour, qu'une seule période de négociation. La loi Egalim, c'est cette fameuse loi qui vous a imposé qu'il n'y ait qu'un round de négociation. Le fameux 1er mars, qui est la date butoir de vos négociations, le moment où vous êtes autour de la table, vous distributeurs et eux industriels de l'agroalimentaire. Ça avait déjà été réouvert par l'inflation face à la guerre en Ukraine. Vous demandez à ce que ce ne soit pas réouvert ponctuellement, mais à ce que les négociations puissent avoir lieu toute l'année. Je voudrais vous poser quand même une question sur la cheapflation. Ce que je disais, la cheapflation, en fait, c'est le fait de baisser la qualité du produit, c'est-à-dire ne pas baisser la quantité de produit, mais de baisser la qualité du produit. Au fond, c'est ce que vous disiez à l'instant sur le fait que parfois la recette du produit change sans qu'on le dise très clairement. Et ce sont des glaces qui ne sont plus des glaces, mais qui sont des desserts glacés. Ce sont des chocolats qui ne sont plus des chocolats, mais des produits, vos préférences et vos gourmandises. Des produits chocolatés, évidemment. Mais ça veut dire qu'en fait, on se fait avoir sur le fond. Ça veut dire que on mange des produits qui sont moins bons, qui sont de la mauvaise alimentation. Alors, est-ce que ça, vous le constatez? Ça reste marginal, d'accord. La marque reste la même, le produit est moins bon pour la santé. Pour sortir simplement de la querelle industrie-commerce, regardez dans les restaurants les recettes et regardez dans les cantines. Enfin, je veux dire, ils ont un budget constant
ou à subvention municipale constante, il a bien fallu que les directeurs de C'est-à-dire qu'on mange un peu plus de pâtes et un peu moins de légumes verts, quoi. Voilà. Mais quand même, pour aller, alors pour le coup, dans le sens de Bruno Le Maire et de Olivier Grégoire, et cette idée émise d'ailleurs par mon concurrent et néanmoins confrère Dominique Schoelcher de Système U, ça fait quand même 12 mois que des produits ont vraiment perdu du prix, quoi. Tout ce qui concerne les emballages. Voilà. L'électricité a baissé de 7%. Les cartons, ça a baissé de 77%. Les feuilles de papier ont baissé de 17%. L'aluminium en Chine a baissé de 79%. Ça veut dire que la matière brute, qui était un des arguments pour de la hausse, finalement, après des moments où post-Covid, guerre en Ukraine, ça avait véritablement augmenté, ça a baissé. Donc mécaniquement, les produits devraient baisser aussi. Et ça fait 12 mois. Depuis 12 mois, pardon. Depuis 12 mois. Donc, normalement, si on négociait au jour le jour, on pourrait déjà baisser les prix au prorata de ces contenants. Et si vous regardez les produits eux-mêmes, par exemple dans le marché des céréales, depuis 12 mois, le tournesol en France a baissé de 29%, le blé de 26%, l'huile de colza de 23%. Pour autant, l'huile dans les rayons n'a pas baissé de 23%, voilà. Les pâtes n'ont pas baissé de 26%. Et c'est parce que, dites-vous, ces négociations ne sont pas suffisamment en temps réel. Oui, donc je suis pour, vous faites des synthèses mieux que moi, mais je suis pour qu'on revisite les lois françaises, les 3 dernières lois, qui sont des lois aujourd'hui trop inflationnistes, qu'on ne touche pas à l'agriculture, qu'on ne touche pas aux PME, mais qu'on touche au manque de transparence des grandes industries quand elles donnent leurs tarifs. Je trouve qu'il faudrait pouvoir négocier tout le temps, comme ça se passe partout ailleurs en Europe. Évidemment, quand ça monte, mais au moins quand ça descend aussi. Et puis, je suis d'accord avec mon autre confrère et homologue, Alexandre Bompard de Carrefour. Je suis pour, au minimum, un moratoire sur la loi des groseilles, parce que pour autant qu'on a un problème, on doit défendre l'agroalimentaire français, autant aller aujourd'hui interdire les promos sur les produits d'entretien, sur les produits d'hygiène, ça n'a vraiment pas de sens. Ça, c'est du lobbying de première. Donc là, tous les distributeurs, Thierry Cotillard, pareil, on est tous d'accord. Intermarché, on est tous d'accord pour changer ça. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe au Parlement. Est-ce que vous entendez des voix qui accompagnent ces demandes? C'est ça qu'il va falloir regarder. Et c'est là où on parle toujours du lobbying. Et moi-même, j'ai accusé le lobby de l'agroalimentaire d'avoir préempté des voix au Parlement. Mais je me rends compte aussi que quand même, un peu partout en France, on n'entend pas non plus les syndicats patronaux, même des autres secteurs, militer contre l'inflation. Et je m'engage à poser cette question au nouveau patron du MEDEF lorsqu'il sera à ce micro. Michel-Édouard Leclerc, dans le même temps, il y a quand même un truc qui cloche, c'est que les prix des marques distributeurs, c'est-à-dire les marques, la marque Repère pour Leclerc, qui donc, dont vous avez la maîtrise de A à Z, ont considérablement augmenté, beaucoup plus que le reste. C'est l'UFC Que Choisir qui le révèle, qui dit que dans un moment où l'inflation alimentaire est à 11,1% au mois d'août, les produits de marques distributeurs sur 2 ans ont augmenté de 31%. Mais c'est normal. C'est parce que quand c'est des petits prix, ça augmente plus que quand c'est des grands prix. En pourcentage, mais si. Non. Vous mettez 10% sur 100 et 10% sur 200. Non, c'est que vous vous êtes dit, comme on part de plus bas, on va pouvoir monter plus haut. Les marques de distributeurs sont 25 à 35% moins chères que les grandes marques. Mais en fait, elles pourraient être encore moins chères. Non, à ce moment-là, je peux vous dire que chez nous... 31%. Comment vous justifiez ça? 800 000 clients supplémentaires sont venus acheter depuis le 1er janvier la marque EcoPlus chez Leclerc. C'est pas parce qu'on les a augmentés. On a dû augmenter, mais on les a augmentés beaucoup moins. Et l'écart s'est creusé avec les grandes marques nationales. Leclerc, aujourd'hui, on cartonne. Tous les distributeurs, tous mes confrères vous diront, on cartonne. On est les moins chers et on cartonne. Et vous avez pris en part de marché, et ça, il faut le dire. Vous avez pris en part de marché sur les 2 années qui viennent de s'écouler, une croissance considérable. Oui. Mais vous voyez, ça veut dire que vous avez gagné des nouveaux clients. Quand vous augmentez de 10 centimes un produit qui vaut 100, c'est une augmentation de 10%. Si vous l'augmentez de 10 centimes un produit qui vaut 200, c'est 5%. Donc c'est mathématique. Oui, enfin mathématiquement, si c'était en pourcentage, ça ne serait pas 10%. Ce que je veux dire, c'est que le produit le moins cher augmente plus en pourcent que celui qui est plus cher. Pardon. Ça ne me convainc pas. Non, ça ne me convainc pas. Pardon, mais ça ne me convainc pas parce qu'en fait, si vous restiez justement uniquement dans le pourcentage et pas dans les euros, si vous aviez augmenté pareil, c'est-à-dire de parfois 10, parfois 16%, vous n'arriveriez pas aux 31%. Pauline, il faut savoir avoir tort. Aujourd'hui,
dans la grande distribution, vous pouvez interroger tous les distributeurs et même les industriels, les grandes marques sont plantées, elles sont trop chères, elles ont énormément perdu en volume. Les marques de distributeurs, dont nos marques repères EcoPlus, Vous avez gagné elles des clients cartonnent. qui jusqu'à Et présent donc, n'achetaient pas ces marques. les clients sont pas idiots. Si on avait augmenté plus les marques de distributeurs, on n'aurait pas eu un tel succès. Les carburants, Michel-Édouard Leclerc, on est à nouveau dans un moment de très très grande hausse des carburants. On a entendu Bruno Le Maire qui a dit qu'il n'y aurait pas de ristourne à la pompe, mais qu'en revanche, il demandait à Carrefour de faire un geste. Comment vous vous positionnez là-dedans? Alors vous avez vu que pendant tout l'été... Total, pardon. Pendant tout l'été, Leclerc a mené la bataille du prix coûtant pratiquement tous les week-ends. Je crois d'ailleurs tous les week-ends. Aujourd'hui, là, avant de venir chez vous, j'ai regardé les cotations sur le site du gouvernement. Donc les moins chers, c'est Leclerc, Intermarché, Système U, dans l'ordre. On est très largement 10 centimes en dessous Total. Donc Total peut continuer à dire sa promesse. Pour le moment, ça ne l'engage pas à être moins cher. Merci Michel-Édouard Leclerc d'être venu dans ce studio ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.